Bonjour à tous. Merci d'être venus aujourd'hui ici à la librairie Kléber pour accueillir Nicole Malinconi. Merci à vous d'avoir fait le trajet jusqu'à nous. Et vous êtes venus nous présenter votre nouveau livre de fer et de verre, je montre ici, sous-titré La Maison du Peuple de Victor Horta. Alors, Nicole Malinconi, vous êtes écrivain, vous avez publié votre premier livre en 1985, si je ne dis pas de bêtises. Depuis, vous en avez publié une vingtaine. Donc, vous êtes un auteur qui a déjà beaucoup raconté d'histoire. Parce que moi, ce qui me frappe dans votre travail, c'est ce goût qui est le vôtre de transmettre à travers une histoire particulière, à travers un événement, comme ici à travers l'histoire d'un bâtiment, on va évidemment en reparler, de transmettre quelque chose qui dépasse la singularité de cette histoire et qui nous renvoie aussi vers nous-mêmes, qui nous amène à penser, à réfléchir et à prendre conscience d'un certain nombre de choses. Tout cela, nous y reviendrons ensemble. De fer et de verre, c'est, je le disais, l'histoire d'un bâtiment, j'ai presque envie de dire, c'est la biographie d'un bâtiment, de cette maison du peuple, qui a été pensée, dessinée, construite par l'architecte Victor Horta dans les années 1890 à Bruxelles, qui a vu passer un certain nombre de grands événements, de grands personnages comme Jaurès, pour n'en citer qu'un seul, et qui finalement, dans les années 60, a été détruite, a été rasée, et dont on a oublié finalement jusqu'à l'existence, et dont on a dénié toutes les histoires qui étaient liées à son histoire. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, pourquoi avoir écrit sur cette maison du peuple? Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire? Je pense que dans votre question, il y a déjà un élément pour moi de réponse. Vous avez parlé de l'oubli et vous avez parlé avant ça de la destruction. C'est une chose qui, très concrètement à Bruxelles, m'a frappée, de la quantité de choses qu'on démolit. Et on ne sait pas trop bien pourquoi. Un peu partout dans la ville, vous allez dire que c'est peut-être général dans toutes les villes, mais à Bruxelles, c'est typique au point qu'il existe un mot qui s'appelle bruxellisation en architecture, ce qui consiste à dire enlever des choses qui existent, détruire des choses qui existent pour reconstruire quelque autre chose qui ne s'inscrit plus nécessairement, et même très souvent ne s'inscrit plus du tout, dans une vision générale de ce qu'est une ville, dans un urbanisme réfléchi. Bon, il y a ça, mais ce qui m'a surtout moins intéressé, donc, à travers cette destruction multiple, c'est quand je suis tombée sur la question de la maison du peuple détruite en 1965, et du coup, cette histoire que je ne connaissais quasi pas, qui m'a tellement intéressée que je me suis cantonnée à cette destruction-là et à cet oubli-là, parce que j'ai découvert que ça recouvrait, cette maison recouvrait l'histoire du mouvement ouvrier belge naissant. Il était né en 1885, le Parti ouvrier belge, et la maison date de 1896, et qu'on a donc démoli en 1965. Et dans ce laps de temps court, il y a tout ce qui s'est passé en Belgique, probablement aussi en France, mais pour les droits fondamentaux, disons, des gens qui à l'époque sont partis de rien. Il y a ça, il y a aussi l'histoire de la Belgique qui est là. Elle a été un peu le cœur, si vous voulez, le théâtre de tout ça. Et pour le dire vite, avant peut-être ma conclusion, le mot de la fin, c'est que les gens qui l'avaient fait ériger, c'est-à-dire les gens du Parti ouvrier nouveau-né,
sont les mêmes, en tout cas leurs successeurs, Parti socialiste belge, qui 65 ans plus tard l'ont fait démolir. C'est le même groupe, c'est le même parti, c'est la même pensée politique ou non-pensée politique qui a fait qu'on a mis bas ce lieu qui avait été le cœur de toute cette vie. Donc on a détruit en même temps un monument qui n'était pas n'importe quoi, puisque c'était l'œuvre de l'architecte Art Nouveau Victor Horta, et qui a été aussi donc ce symbole de toute cette histoire. Voilà ce qui m'a poussé à faire des recherches là-dessus, et progressivement m'est venue l'écriture de ça. Car mon pari, enfin je ne sais pas si je l'ai tenu, mais c'était de mettre dans l'écriture cette histoire que je découvrais, c'est-à-dire ne pas faire uniquement une retranscription journalistique ou ni historique de cela, mais le lieu d'une écriture. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé à la lecture de ce livre, c'est vraiment la dimension de transmission, une sorte de lutte contre l'oubli, dont je parlais aussi tout à l'heure. Que finalement, cette histoire du mouvement ouvrier, c'est une histoire dont on ne parle jamais. Le mouvement ouvrier a disparu des médias, a disparu du discours politique, a disparu des livres d'histoire. Voilà, c'est quelque chose qui est si important, puisque nous en sommes les héritiers, tous les salariés, tous les gens qui vivent ici ou en Belgique en sont les héritiers, et pourtant c'est comme si ça n'avait jamais existé. Et votre livre commence par cette dimension-là, par rapport à cette maison du peuple. C'est comme si elle n'avait jamais existé. Vous racontez au tout début du livre qu'il y a un morceau d'escalier, ou de balustrade de balcon, qui se trouve dans une station de métro bruxelloise, et qui est là, tout seul, qui n'est rattaché à rien, qui est un témoignage du bâtiment qui s'élevait là autrefois, mais qui finalement ne renvoie à rien parce que personne n'en a gardé la mémoire. Et j'ai trouvé ça extrêmement fort dans votre livre, que finalement un livre qui est un petit objet, fragile, léger, finalement résiste mieux au temps qu'un bâtiment de fer et de verre si imposant et qui domine le paysage. Et pour continuer dans cette idée-là, j'ai envie de vous demander, selon vous, pourquoi tout simplement cet oubli? Pourquoi est-ce qu'on a eu la volonté non seulement d'effacer du paysage urbain un certain nombre de bâtiments, mais pourquoi est-ce qu'on a voulu, ou en tout cas on n'a pas voulu préserver cette histoire, selon vous? Mais tout d'abord, je voudrais faire allusion à propos de l'oubli, à ce que vous avez dit là maintenant au début de votre question. Vous avez dit votre volonté de transmettre, vous avez dit, et vous avez dit aussi, lutter contre l'oubli. Je ne suis pas sûre, quand j'écris, d'avoir la volonté de transmettre. Je pense qu'il y a une nécessité pour moi d'écrire. Il se fait que, voilà, j'écris sur ces choses-là que généralement on efface. Ce n'est pas la première fois que mon écriture est portée sur des choses comme celle-là. L'oubli d'une parole, l'oubli de quelque chose qu'on a fait, le fait de ne pas vouloir voir quelque chose qu'on a fait. Je pense que ça a quand même hanté mes livres, beaucoup en tout cas de mes livres jusqu'à maintenant. Donc il n'y a pas une volonté, mais il se fait que c'est comme ça. Et je pense qu'après coup, je peux me dire, en fait, le fait d'écrire est contre l'oubli. Le fait même d'écrire, je pense, inscrit quelque chose. Donc forcément, c'est anti-oubli, si je peux dire. Oui, alors vous disiez, comment se fait-il qu'on en soit venu là, dans l'histoire de cette maison? Je pense que ça s'inscrit, moi, dans une période des années 60, en tout cas l'après-guerre, l'après-deuxième guerre mondiale, ça commence déjà. Mais disons que quand arrivent les années 60, avec ce qu'on a appelé les 30 glorieuses qui commençaient quand même,
il y a cette espèce d'engouement pour la modernité, pour ce qu'on a cru être un progrès qui s'annonce, mais un progrès économique, social, le bien-être, les choses qui viennent d'Amérique, les musiques qui viennent d'Amérique, le cinéma, l'électrification de beaucoup de choses, le design, l'aisance, enfin le confort moderne, les équipements ménagers. C'est l'époque des Beatles, c'est l'époque de Brigitte Bardot, c'est l'époque où on a l'impression que le monde neuf est en train de s'ouvrir devant soi, et on veut adhérer à ça. Et on veut aussi que ça profite. C'est quand même l'époque où on veut faire du fric. Il y a la question de s'enrichir, de gagner, d'être des gagnants. Et je pense que le Parti socialiste belge, en tout cas, s'est progressivement pris au piège de ça, voulant, puisqu'il était devenu un parti de gouvernement, il s'agissait de gagner des élections comme un autre parti, donc de faire des compromis, donc de ne pas être quand même trop en marge, ni trop différent des autres, pouvoir faire des alliances, gagner des électeurs, et pour cela, il fallait être plus nombreux. Donc, les fameux coopérateurs qui avaient présidé à la création des maisons du peuple, car en Belgique, il y en avait beaucoup, de maisons du peuple, les coopérateurs avaient fait des magasins dans cette maison, dans lesquels on vendait des choses au détail, du tissu, des dentelles, des chapeaux, des parapluies, des choses qu'on vendait dans le temps. Et voilà que tout à coup, les leaders ont estimé que tous ces petits magasins, ça ne rimait plus à rien, à une époque où naissaient les grandes surfaces, les supermarchés. Il fallait faire du neuf, il fallait avoir pignon sur rue, il fallait une autre allure que cette maison qui était soi-disant vétuste. Pourquoi ? Parce qu'on n'entretenait plus, donc les choses rouillaient, le fer et le verre s'abîmaient, et on ne faisait rien pour les entretenir. Ce qui fait que l'idée a prévalu tout doucement, l'air de rien, insidieusement, de la laisser tomber pour aller construire autre chose, uniformément, faire du béton, des bâtiments comme on en voit de ceux des années 60, plutôt que de garder celle-là. Et celle-là, plutôt que d'en faire un lieu même de mémoire, ou bien un musée de la vie ouvrière belge, ou toute autre chose, un lieu de rencontre, et de la préserver. On l'a tout simplement cassé. Pourquoi ? Parce que le prix du terrain valait de l'argent, rien que le terrain. La maison elle-même a été estimée à 0 francs, mais le terrain lui avait une valeur, et ce terrain a été racheté par une société immobilière qui a fait construire sur les lieux mêmes une énorme tour en béton de 26 étages. Là-dedans, le Parti socialiste, les coopératives en tout cas, ont eu un plateau pour elles, pour faire une grande surface de magasin. Ce qui faisait le corps de cette maison, c'était le fait que en elle existait au départ tout ce qui avait fait le monde ouvrier. Les coopératives, première chose qui a existé, donc les gens qui s'unissaient pour produire ensemble, les coopératives, le parti ouvrier, les syndicats socialistes et les mutuelles. Tout ça était dans le même corps de bâtiment. C'était vraiment un corps. Et on ne faisait pas de différence au départ. C'était des camarades, c'était des gens qui étaient animés du même élan de faire reconnaître leur vie humaine dans un monde qui n'était pas très humain pour eux. Après la guerre, ça s'est scindé. Le parti est parti de son côté dans un bâtiment nouveau, les mutuelles ont émigré ailleurs, etc. Et donc la maison a perdu vraiment son flux vital, enfin voilà. Et ça a été le prétexte, tout ça a été concordant pour dire « ça ne sert à rien de garder ça,
on la jette. Il y a eu un mouvement de plus de 700 architectes du monde entier, dont certains de renom, qui ont signé des pétitions, qui ont envoyé des motions pour dire qu'il ne fallait pas détruire la maison du peuple au nom de l'art et au nom de la mémoire de ce qu'elle représentait. Ça n'a servi à rien. Promesse a été faite à 2 architectes qui se sont battus en Belgique pour la sauvegarde. On leur a fait la promesse de récupérer les éléments essentiels, notamment la grande salle que Horta avait fait bâtir, le grand café et un bel escalier. Ça a été envisagé de les rebâtir ailleurs, les reconstruire ailleurs. On n'a pas dit où. Et au moment où on a démoli, on ne savait toujours pas où on allait les rebâtir. Conclusion, on a emmené tout ça dans des camions, pierre et ferraille, dans un hangar près d'un autre musée en Belgique qui s'appelle Musée de Tervuren, et c'est resté là, avec accès libre aux brocanteurs et aux marchands de fer qui sont déjà venus voir et un peu se servir. Et puis quand le musée en question s'est agrandi, il a fallu enlever toutes ces choses et on les a retransportées ailleurs, aussi encore un peu plus en périphérie, dans un champ carrément, à ciel ouvert, où tout ça a rouillé. Et c'était tellement visible de la route que là vraiment sont venus des marchands de fer se servir et transporter des éléments par-ci par-là, donc plus possible de rien reconstruire. Donc c'est vraiment délité, quoi. C'est un délitement et du symbole et du réel, quoi, de la chose réelle. Ce délitement et cette lente dégradation, elle contraste, alors dans votre livre c'est extrêmement visible à quel point cela contraste avec les débuts de cette maison qui est vraiment un lieu de vie et de politique, et avec cette idée qui est indissociable du mouvement ouvrier que vie et politique sont deux choses qui sont liées de manière indissociable. Tout part du pain. Vous racontez ça, le pain est trop cher, donc on crée une coopérative de boulangerie pour que le pain soit à un prix abordable, voire gratuit pour les familles dans la plus grande nécessité. Puis vient, dans le désordre, le dispensaire pour les médicaments et pour les consultations médicales, la bibliothèque, le café, la salle de bal qui fait aussi salle de meeting et de réunion, etc., etc. C'est un endroit vraiment de vie où tous les aspects de la vie se retrouvent au même endroit. Est-ce que aussi ce n'est pas une autre conception de la vie, tout simplement, une autre conception de la politique qui a émergé dans ces années 50-60? La politique n'a plus rien à voir avec les simples nécessités de l'existence. Pour juste compléter un tout petit peu ma question, il y a un élément très important que vous racontez, c'est l'apparition de ce que, dans la lignée d'Orwell, on appelle la novlangue politique. Le fait que, soudain, les représentants du mouvement socialiste n'utilisent plus les termes de prolétariat, de lutte, ils parlent de croissance, ils parlent de relance économique, etc., etc., tous ces mots qui sont encore dans le vocabulaire à l'heure actuelle. Donc est-ce que parmi toutes ces histoires de vie et de mort qui sont contenues dans l'histoire de ce bâtiment, est-ce qu'il n'y a pas aussi l'histoire un petit peu de la mort d'une certaine gauche, simplement? Oui, mais ce qui me vient en vous écoutant, c'est le nom même de la maison du peuple. Je pense que ceux qui ont été à l'initiative de cette première coopérative et puis qui ont été à l'initiative, à l'origine de cette maison et aussi dans les années qui ont suivi, il me semble que les gens qui sont les protagonistes de tout ce mouvement faisaient un peuple, enfin savaient
savait ce qu'il en était d'être un peuple, comme uni dans une espèce d'enthousiasme pour la dignité qu'ils avaient, enfin d'enthousiasme pour faire valoir leur dignité. Je ne suis pas sûre que ce soit encore tellement à l'ordre du jour aujourd'hui. C'est ça qui est mort, en fait, qui est disparu. Et non seulement la notion de prolétariat, ça c'est sûr, et de lutte, mais aussi, au moment où on l'a fait démolir, l'idée même de camaraderie, le terme camarade ou le terme même coopérateur. On ne l'employait quasi plus. Les leaders des coopératives disaient la clientèle doit continuer à venir. On parlait de clientèle. On parlait de rentabilité des magasins. Ça s'orientait vers le management. C'est peut-être un petit peu trop tôt encore, mais c'était ça qui était quand même présent. C'était une espèce d'évaporation de tout ce qui était vital, qui faisait l'union, le ciment de ce mouvement-là. Dans le même ordre d'idée, tout à l'heure vous disiez qu'on n'a rien fait pour transformer au moins cette maison, la préserver, au moins préserver les murs, même si ça n'était plus un lieu aussi plein de vie qu'autrefois, mais au moins qu'il reste une trace. Mais j'ai envie de vous demander, est-ce que ce n'était pas peut-être une autre façon de tuer cette idée du peuple et cette maison du peuple, de la transformer dans un musée? Est-ce que sacraliser un lieu, est-ce que c'est pas une autre manière de le tuer? Je vous donne juste un exemple, puisque nous sommes dans une ville, Strasbourg, qui, comme toutes les grandes villes de France, comme de Belgique, subit de plein fouet la gentrification. Est-ce que, par exemple, ces centres-villes qui sont rénovés, préservés, qui sont parfaitement aménagés pour les touristes, etc., est-ce que ce n'est pas aussi une certaine manière de tuer ce qui fait le dynamisme urbain, ce qui fait que la ville est un lieu de vie? Oui, et à Bruxelles, la Maison du Peuple n'est pas la seule à avoir subi justement ces assauts-là, et en particulier non plus l'œuvre d'Horta. Il n'y a pas que la Maison du Peuple que les Belges ont cassée. À Bruxelles, on a démoli pas mal de ses œuvres, ou bien on les a tellement transformées, même de son vivant. Même déjà après la guerre de 14, on a commencé à modifier des choses dans la Maison du Peuple, mais aussi ailleurs, au nom justement du confort, de l'espace à gagner, etc. Mais on a appelé d'autres architectes pour le faire, sans lui demander à lui ce qu'il en pensait. Il faut dire aussi qu'à ce moment-là, l'Art Nouveau tombait déjà en désuétude et qu'on s'en fichait pas mal de garder une unité à son art. Il y a eu aussi la maison au Bec, qui était une immense maison privée, mais qui avait plutôt l'allure d'un hôtel, une énorme villa, qui était réputée et qu'on a aussi liquidée juste après la mort d'Horta en 1948, pour faire également un immeuble d'habitation 12 étages. Enfin. Il y a, oui, c'est ça, une vague de l'anonymisation des choses. Enfin, il n'y a plus une vue d'ensemble, il n'y a plus une vue d'urbanisme. Mais enfin, ça m'éloigne de mon sujet. Moi, je voudrais peut-être, justement à propos de la spécificité de la construction de cette maison, c'est revenir à ce que Horta a inauguré en faisant ces maisons, et celle-là en particulier. C'est que jusqu'avant lui, l'architecture en Belgique, c'était copier de l'ancien. Donc ça n'avait pas d'âme, c'était du simili. Et il faisait partie, en tout cas il était un des premiers à vouloir autre chose. Donc il a, du point de vue architectural, il a modifié, par exemple dans les maisons privées qui en Belgique sont souvent constituées de 3 pièces d'enfilade,
classique, un énorme loggia qui ressort comme une armoire à glace sur la façade. Il a ignoré tout ça, enfin il a changé tout ça et il a fait des halls d'entrée avec lumière, avec prix de lumière, avec accès aux différentes pièces de manière beaucoup plus aérée. Il voulait de la lumière. Et pour cette maison, c'est ça qui a présidé, c'est la lumière pour ces gens qui habitaient dans des taudis quelquefois. Ils voulaient que ce soit une maison digne de eux qui allaient se rassembler là. Donc ils voulaient du verre, ils voulaient quelque chose qui fasse venir la lumière. Oui. Et les matériaux qu'il a utilisés, c'était les matériaux qui jusque-là étaient utilisés pour les bâtiments industriels, les hangars, les gares, les lieux publics de grande dimension, fer apparent, et il a laissé apparent ce fer, y compris dans ses maisons privées. Et certains s'en choquaient, et d'autres étaient très intéressés par cela. Et ceux qui étaient intéressés par cela, c'était entre autres des libéraux, étonnamment, mais des libéraux, au bon sens du terme, qui étaient curieux de ce qui se passait dans le monde ouvrier à ce moment-là, qui voyaient donc les premiers mouvements d'association des ouvriers pauvres et qui, soutenaient cela, s'y intéressaient au point de les soutenir. Et ces libéraux eux-mêmes voulaient pour leur demeure, pour leurs propres hôtels particuliers, des choses un peu révolutionnaires, un peu neuves en tout cas, et donc ils ont fait appel à Horta au nom de cela, au nom de ce qu'il innovait en architecture et au nom de ce qu'ils devinaient que pour leur maison du peuple ça allait bien convenir. Enfin, ça s'inscrivait dans cette espèce de volonté d'ouverture et de recherche qui présidait à ce moment-là. Et d'ailleurs, au moment de l'inauguration, cette maison a assez vite fait consensus auprès non seulement des usagers, mais Jaurès est venu à l'inauguration. Mais c'est très intéressant de voir que c'est cette fierté, en fait. On est fier de cette maison et de ce point de vue-là, ce que vous disiez, c'est que Horta a parfaitement réussi à donner de la fierté et de la dignité à ses coopérateurs et à ses usagers qui viennent du monde ouvrier. Et il rend visible aussi ces matériaux industriels et puis le travail. Vous avez un passage où vous dites qu'on voit le travail du matériau, on voit le travail du fer, il ne cache rien, il ne cache pas les rivets, il ne cache pas les poutres, tout est complètement visible. Donc il y a aussi une espèce de lien extrêmement fort qui peut se créer entre la vie presque organique de ce bâtiment et la vie de ceux qui sont les usagers de ce bâtiment. Ah oui, je trouve que c'est à la fois un hommage au travail et un hommage à la matière, aux matériaux utilisés. Il n'y a plus de matériaux à cacher, il y a que ça donne une noblesse aux matériaux. Ça s'inscrit bien dans ce qui était à l'œuvre au niveau du mouvement, je trouve. De ce point de vue-là, la première personne qui, comme vous le disiez tout à l'heure, qui s'est sentie trahie par ce qu'on faisait de son œuvre, c'était lui-même, c'était Victor Horta. J'ai envie de vous demander quelle relation est-ce que vous avez entretenue avec ce personnage? Quel est votre... vous avez beaucoup lu ses écrits, vous avez beaucoup étudié son travail. Qu'est-ce que vous retenez de ce personnage? Est-ce qu'il vous a plu? Est-ce que vous avez des réserves avec lui? Voilà, j'aimerais savoir votre ressenti à son égard. Je crois que quand on écrit quelque chose à propos de quelqu'un, on finit par s'attacher. Enfin, plus on écrit, plus on fait des liens avec ce personnage-là. Et donc moi je l'ai découvert parce que bien sûr je connaissais Horta de nom et
quelques-unes de ses œuvres, mais je n'avais jamais ni lu ses mémoires, ni cherché à savoir ce qu'il avait vécu pendant sa vie. C'est quelqu'un qui n'a pas longtemps été fier ni convaincu du travail qu'il faisait. Au moment de la Maison du Peuple, je pense que oui. Parce qu'il sentait quand même je pense qu'il savait qu'il avait fait une œuvre marquante, importante, qui le dépassait. Mais très vite, il a senti l'hostilité qui se dessinait à l'art nouveau, quand même. Très très vite, la vie de l'art nouveau, sa reconnaissance n'a pas duré longtemps. Donc il a été très vite en but à l'incompréhension, aux critiques. Puis il a vu, après la guerre de 14, il a vu, quand il est revenu des États-Unis, où il avait dû rester pendant toute la guerre, il a vu les choses qu'on avait transformées à son insu, il a vu ce qu'on commençait déjà à faire de la Maison du Peuple, et il est mort dans l'amertume, au point même qu'il a liquidé une grande partie de ses archives et de ses écrits, parce qu'il était désabusé, il voyait que la reconnaissance n'avait pas été là pour lui, et donc une solitude. Plus lié à cela, une série de malheurs conjugaux qui l'ont plongé dans une tristesse quand même jusqu'à la fin de sa vie. C'est quelqu'un qui, paradoxalement, a été réhabilité très vite après la destruction de la Maison du Peuple. Une année ou deux plus tard, le bourgmestre d'une des communes de Bruxelles, à Saint-Gilles, a acheté sa propre maison. Donc, parce qu'il avait fait construire une demeure pour lui, dans le cœur de Bruxelles. Cette maison était restée vide pendant longtemps, et donc en 1966, la commune de Saint-Gilles, à Bruxelles, achetait cette maison, qui la restaurait, et elle est devenue maintenant le musée Horta. Et plusieurs de ces maisons qui restaient ont été restaurées. Il y en a quelques-unes qu'on visite encore maintenant. Donc il y a eu ce mouvement de reconnaissance que lui n'a pas connu, en fait. Et en général, d'ailleurs, pour l'Art Nouveau, aujourd'hui, Bruxelles est une ville reconnue en partie, pas seulement, mais en partie pour ses maisons Art Nouveau et la grande variété que cet art a pris dans la ville, alors même que dans les années 50-60, on a voulu, encore une fois, détruire cet héritage. Ça aurait été tout de même plus que dommage. Il y a aussi une autre dimension dont on a finalement assez peu parlé, à laquelle vous faisiez allusion, c'est bien tous ces événements de la grande histoire, les moments où, comme on dit, la grande histoire rencontre la petite histoire. Et pour ces moments, c'est notamment la Première et puis la Deuxième Guerre mondiale. Il y a tout un passage que j'ai trouvé extrêmement touchant dans votre livre sur le rapport qu'il y a eu entre la Maison du Peuple et puis en règle générale les Bruxellois et les Juifs des Marolles pendant l'occupation allemande. Le rapport qu'il y a eu entre les Juifs qui vivaient là depuis plusieurs générations et puis ceux qui étaient arrivés d'Allemagne dans les années 30 en fuyant le mouvement nazi. Tout ça prend aussi beaucoup d'importance pour les gens qui font partie de cette Maison du Peuple, de tous ces gens, même parfois très simples, avec très peu de moyens, ouvriers, paysans, qui ont caché des enfants, qui ont fait transiter des enfants vers la France, qui les ont amenés dans des orphelinats
le mouvement ouvrier a beaucoup subi et a pu finalement assez peu imposer. Et il a fallu attendre de nouveau assez longtemps pour qu'il puisse y avoir des grands événements de la part de ce mouvement-là. Ce qu'il y a, je pense, c'est que la période justement qui va depuis la naissance de la maison jusqu'à sa destruction, c'est quand même une période qui est riche en grands événements. Parce que c'est la période où les gens partent de rien et se battent pour le suffrage universel, pour la journée de 8 heures, pour l'enseignement pour tous les enfants, parce que ça n'était pas encore à l'ordre du jour, pour le droit de vote pour tout le monde, plus tard pour les femmes, pour les vacances, les congés payés. Donc ce sont ce qu'on a maintenant, dans lesquels on baigne sans même plus le savoir. Tout ça a été acquis à ce moment-là, au prix de mouvements forts. Donc ça, c'est quand même une période très particulière de l'histoire, et je pense qu'elle doit être commune dans les autres pays aussi. C'est le moment où les gens se sont levés, si je peux dire. Il ne faut pas oublier que la première chose qui s'est passée dans cette maison du peuple, ce sont des énormes meetings qui avaient lieu pour soutenir Dreyfus. L'affaire Dreyfus a fait des échos, bien sûr, en Belgique, et il y avait des gens qui se réunissaient. Jaurès, déjà, lui, est venu parler à cette occasion-là. Et puis, il y a eu tout le mouvement pour savoir est-ce qu'on fait la guerre ou pas, pour la Première Guerre mondiale, enfin, qu'est-ce qui va se passer. Jaurès est revenu. Et puis, il y a eu les suites de la guerre, où il s'agissait d'héberger des soldats, des blessés. Elle est devenue presque un hôpital de fortune. Il y a eu tout le mouvement qui a présidé pour sauver les populations belges qui mouraient de faim, parce que ça c'est peut-être un petit peu long à expliquer, mais enfin ça m'a fortement touchée. C'est que la Belgique avait ce statut particulier, elle était neutre. Étant neutre, elle a quand même été envahie par les Allemands qui étaient présents. Les Alliés, c'est-à-dire l'Angleterre et la France, refusaient de donner de la nourriture, d'amener de la nourriture, des vivres vers la Belgique pour ne pas nourrir l'occupant. Mais en même temps, en ne voulant pas nourrir l'occupant, on ne nourrissait pas non plus, on empêchait la population autochtone de manger. Et comme la Belgique produisait peu de biens elle-même, les gens risquaient la famine. On a été au bord de la famine en Belgique. Et il y a eu du coup un comité de secours qui s'est mis en place pour venir en aide à ceux qui étaient les plus mal lotis, qui a eu des échos aux États-Unis avec une chose qui s'est appelée Commission for Relief, qui a été dirigée par M. Hoover, qui a organisé depuis les États-Unis l'autorisation d'un transport par bateau de sacs de farine venant des États-Unis vers la Belgique pour aider les pauvres petits Belges, comme c'était dit sur leur document. Et ce transport par bateau a coûté des tas de négociations de la part de Hoover entre, bien sûr, les États-Unis, les Allemands qui devaient accepter de laisser traverser les bateaux, et les Alliés, les Anglais, qui devaient aussi accepter. Donc ces bateaux traversaient bardés de grands drapeaux Croix-Rouge, ou je ne sais pas, mais quelque chose pour montrer que ce n'étaient pas des bateaux de guerre. Et c'est ainsi que les enfants et les adultes belges ont fait du pain avec de la farine blanche qui venait du Kansas, de l'Oklahoma, partout où vous voulez, des États-Unis, dans des grands sacs de toile qui, lorsqu'ils étaient vidés, étaient soigneusement lavés, préservés. Il ne fallait surtout pas les laisser aux occupants. Et on en faisait soit des pantalons, des vêtements de base pour les hommes, ou bien
ou bien il y avait des ateliers de jeunes filles ou de religieuses qui les brodaient avec des petits mots de remerciement aux États-Unis. Et on renvoyait tous ces sacs aux États-Unis qui étaient vendus dans des séances de bienfaisance, de vente aux enchères. Voilà. J'ignorais complètement et ça m'a vraiment beaucoup touchée de voir ce mouvement des choses, y compris les broderies dans cette période si dure. Les gens continuaient à broder des remerciements et à les envoyer à M. Hoover. Ça, on ne voit plus aujourd'hui. Oui, vous avez aussi parlé du quartier juif. Ça, c'est aussi une chose que j'ai découverte. Les Marolles, en fait, c'est un quartier populaire, très pauvre, qui se trouve tout à côté de cette maison du peuple. En fait, elle était bâtie entre un quartier plutôt cossu, le Sablon, et ces Marolles qui étaient vraiment des masures, pleines de petites ruelles et de petits passages secrets, etc. Là habitaient majoritairement des Juifs qui étaient là depuis plusieurs générations déjà, des Polonais et des Russes en majorité, qui avaient leur stand sur le marché de la place du jeu de balle avec les autres, et qui étaient connus pour être là, enfin, avec leur nourriture, leurs chansons, leur façon de faire, leurs enfants qui lisaient les livres, un amour des livres, et tout ça faisait vie commune dans ce quartier. Et c'est seulement quand il y en a qui sont arrivés, bien sûr, d'Allemagne et d'Autriche, dans les conditions que vous disiez, c'est-à-dire fuyant la persécution nazie, et c'est au moment où la pénurie a commencé à s'installer pour tout le monde en Belgique, qu'on a commencé alors à dire ils vendent plus cher que nous, et qu'on a commencé à ériger des différences qui jusque-là étaient complètement intégrées et qui ont fini par être montrées comme un élément de mise à l'écart. Et les Marolles ont été le dernier quartier à Bruxelles où il n'y avait pas d'inscription sur la porte, sur des cafés, la porte des cafés interdits aux Juifs, ou bien où il n'y avait pas le mot d'ordre « vendons belge » plutôt qu'autre chose. Après, ça s'est généralisé, hélas. Je ne suis pas sûre que la Maison du Peuple ait été tellement le théâtre d'une solidarité avec les Juifs qui étaient persécutés. Je n'ai pas trouvé grand témoignage, sinon quand même que quelques-uns des membres de la Maison du Peuple, étant des résistants, bien sûr, ont aidé à cacher des enfants. Mais le grand mouvement de préserver les enfants qu'il fallait cacher a été mis en œuvre par plutôt des œuvres catholiques du quartier, qui ont alors organisé toute une filière de sauvegarde, de sauvetage d'enfants. J'ai trouvé dans votre livre énormément de matière à penser pour la période actuelle, que ce soit par rapport aux problèmes du mouvement ouvrier, de la novlangue dont je parlais tout à l'heure, de la xénophobie, des théories du complot. C'est aussi des choses qui apparaissent à certains moments, dans les moments de grande misère, de grande difficulté. Il faut trouver un coupable à cette situation. Est-ce que, ce sera ma dernière question, est-ce que pour vous, cette histoire, cette biographie de la Maison du Peuple, est-ce qu'elle a des choses à nous apprendre sur nous-mêmes, et si oui, pour vous, lesquelles en particulier? Je dirais peut-être par la négative, qu'elle nous met en pleine figure, bien que disparue, de notre capacité à dénier notre propre histoire.
à dénier, y compris les choses qui nous ont fait vivre finalement. Et même notre capacité à un double déni, parce que ici on a dénié non seulement ce qui a été vécu, mais on va ensuite dénier le fait qu'on a détruit ce qu'on avait vécu. On a oublié. Moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à cette maison, j'ai parcouru quelquefois le quartier là, dans les Marolles, et j'ai essayé de trouver des gens âgés, évidemment, mais qui auraient pu me parler encore de cette maison. Mais la maison du peuple, on ne la connaît plus, même à Bruxelles, on ne sait même plus qu'elle a existé là. Très peu de gens le savent. Quand je demandais la maison du peuple, ça vous dit quelque chose, on m'envoyait dans une autre partie de Bruxelles où il y a encore une maison du peuple dans un bâtiment ordinaire, mais on ne se souvenait quasiment plus de celle-là. Donc c'est vraiment un double effacement, et ça je pense que ce n'est pas une chose exceptionnelle dans l'histoire de nous, dans notre histoire d'humain, où que ce soit. Je pense qu'on a une propension à ne pas laisser s'inscrire. C'est même pas faire mémoire. On parle beaucoup de faire mémoire aujourd'hui, mais quand on dit faire mémoire, c'est comme s'il suffisait de faire fêter l'anniversaire. C'est pas ça. C'est tenir comme inscrit en soi et dans l'histoire collective quelque chose qui nous a tissé, qui a fait notre identité, notre vie à un moment donné. C'est ça, la mémoire. Aujourd'hui, c'est comme s'il n'y avait plus de passé. Aujourd'hui, on est le présentisme. Aujourd'hui, on est ce qu'on fait là tout de suite, et il y a cet oubli, ou cette volonté d'oubli. Voilà, moi c'est comme ça que c'est ça en tout cas qui m'a poussé à écrire. Et la littérature est un bon remède contre l'oubli. Merci beaucoup Nicole Malinconi. Je rappelle donc votre livre « De fer et de verre, la maison du peuple » de Victor Horta, c'est aux éditions Les Impressions Nouvelles. Merci à tous pour votre attention, et bon après-midi. Merci beaucoup.